L'esprit peut être ta prison ou ton sanctuaire. Tu décides. Si tu n'apprends pas à le contrôler, il te traînera. Il te fera croire que l'extérieur a plus de pouvoir que toi, que la douleur commande, que le passé pèse plus que tes pas, que ce que les autres pensent compte plus que ta paix. Et non, c'est faux. C'est le piège. Nous vivons en croyant que la paix arrive quand tout se calme à l'extérieur, mais le monde ne se taira jamais. Il y aura toujours du bruit, des trahisons, des pertes, du chaos. La clé n'est pas que le monde change. La clé est que tu changes la façon dont tu affrontes le monde. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une théorie morte, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir avec force où tu mets ton attention, ton énergie, ton silence et ton feu. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché. Je ne vais pas te dire de sourire quand tout brûle. Je vais t'apprendre comment rester ferme quand tout tremble en toi. Parce que personne ne viendra te donner la paix, personne ne peut te la promettre. C'est un choix quotidien, une bataille interne qui se gagne sans témoin. Et oui, tu vas devoir lâcher des choses qui font mal, des personnes qui confondent, des pensées qui te gênent. Mais tu vas aussi récupérer quelque chose de plus précieux, le contrôle. Chaque personne qui est apparue, chaque situation qui t'a brisé, chaque adieu, chaque silence, avait un but. Ce n'était pas un hasard, c'était un miroir, et tu décides si tu l'ignores ou si tu l'utilises pour te transformer. Cette vidéo est cela, une carte de 10 leçons qui vont te défier à regarder différemment, à penser différemment et à vivre avec plus d'intention. La question est, vas-tu continuer à survivre à ce qui se passe, ou vas-tu commencer à maîtriser ce qui se passe en toi? Reste. Parce que si quelque chose de tout cela t'a touché, alors tu es plus que prêt à commencer. 1. L'art de gouverner ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Un esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage qui court directement vers l'abîme. Il a de la force, oui. Il a de la vitesse, oui. Mais si tu ne lui mets pas des rênes, si tu ne prends pas le contrôle, il finit par tout détruire. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il peut te pousser vers ta meilleure version ou il peut te faire écraser contre tes pires habitudes. Le problème est que la plupart des gens ont peur de prendre les rênes. Ils préfèrent lâcher, laisser les pensées faire ce qu'elles veulent, laisser les émotions dicter la journée, laisser les réactions justifier leurs erreurs. Et ainsi, petit à petit, ils perdent le pouvoir sur eux-mêmes. C'est ici que tout commence. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Les opinions des autres, la pression sociale, la peur, la culpabilité, le passé, l'anxiété pour l'avenir. Tout le monde s'immisce si tu n'es pas présent. Parce qu'un esprit vide ne reste pas silencieux, il se remplit de déchets. Il n'y a pas d'espace neutre. Ou tu prends le contrôle, ou tu le cèdes à ton inconscience. Ce n'est pas un processus magique ni immédiat. Il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une attention réelle, de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à remarquer comment tu penses, pourquoi tu réagis comme tu réagis, quelles voix internes tu écoutes. Ces voix ne sont souvent même pas les tiennes, ce sont des phrases qui sont restées gravées en toi depuis des années, des échecs non résolus, des critiques mal digérées. Il y a des gens qui vivent en réagissant tout le temps, qui explosent, regrettent, répètent, qui laissent une émotion momentanée détruire une vie entière, qui justifient leur comportement par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Mais tu peux, tu ne t'es simplement pas entraîné, tu n'as pas appris à t'arrêter, tu n'as pas développé de muscle mental. Et comme tout muscle, cela demande des efforts. Personne ne devient fort du jour au lendemain. Commence par observer tes pensées. Ne pas te battre avec elles, mais ne pas non plus les embrasser toutes. Demande-toi d'où elles viennent, si elles t'aident, si elles te freinent, si elles te font agir comme la personne que tu veux vraiment être. Ensuite, entraîne la pause. Cette fraction de seconde entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace est de l'or pur. C'est là ta liberté. C'est là la différence entre répéter un ancien schéma ou en créer un nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, mais de maîtrise.
Et maîtriser l'esprit n'est pas réprimer, c'est rediriger. Ce n'est pas taire tout ce que tu ressens, c'est te parler clairement quand tu en as le plus besoin. Quand le chaos se déchaîne à l'extérieur, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit à l'intérieur. C'est pourquoi commence maintenant. Parce que si ton esprit ne t'appartient pas, tu n'as rien. Sans contrôle interne, tout pouvoir externe est une illusion. Sans clarté mentale, chaque pas devient plus confus. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la confusion. Tu es ici pour te gouverner. Commence par l'intérieur, c'est là que commence la véritable force qui t'accompagnera. 2. La sérénité d'accepter ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Plus tu serres, plus il te frappe fort. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te brises. Et le pire, c'est que tu restes tout aussi vide. Parce que peu importe combien tu veux contrôler le cours de tout ce qui se passe à l'extérieur, la vérité est que tu ne l'as jamais contrôlé. Personne, décision, événement, perte, maladie, rejet. Ils ne te demandaient pas la permission, ils arrivaient simplement. Et tu réagissais comme si ta souffrance avait un quelconque pouvoir pour changer le résultat. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre les limites. C'est dire « cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas le porter ». C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Il y a ceux qui confondent l'acceptation avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est ce qui te permet de concentrer ta force sur ce que tu peux vraiment transformer. Tandis que tu te bats avec ce qui s'est déjà passé, tu cesses d'agir sur ce que tu peux construire aujourd'hui. L'esprit s'épuise plus par ce qu'il essaie de contrôler que par ce qu'il affronte réellement. Penser 1000 fois la même chose, revivre des conversations, imaginer des scénarios qui ne se sont pas produits. Tout cela vole de l'énergie. Énergie que tu pourrais utiliser pour t'entraîner, grandir, prendre soin de toi ou guérir. Mais non, tu restes coincé à attendre que quelque chose qui ne dépend pas de toi se conforme à tes désirs. Et cela ne va pas arriver. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'est pas entre tes mains. Combien de fois as-tu essayé de changer quelqu'un qui ne voulait pas changer? Combien de fois as-tu espéré que le monde agisse comme tu agirais? Combien de fois as-tu souffert plus en résistant à la réalité qu'à cause de la réalité elle-même? C'est la racine du chaos interne. Non pas le fait, mais ton attachement à ce que tu crois qu'il aurait dû être. Lorsque tu lâches cette attente, ce qui reste, c'est la sérénité. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui s'est passé. Cela signifie que tu ne vas plus permettre que cela te détruise. Cela signifie que tu ne réagis plus à partir de la colère, mais à partir de la clarté, que tu choisis de bouger, d'avancer, de grandir, sans continuer à traîner le poids de l'immodifiable. Parce que continuer à regarder en arrière avec fureur ne change rien, mais regarder en avant avec conscience change tout. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu as deux options. Lutter contre un mur ou accepter le mur et chercher un autre chemin. Le premier épuise, le second libère. Et il ne s'agit pas de le faire une seule fois. Il s'agit de s'en souvenir à chaque situation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. À chaque personne qui n'a pas agi comme tu le voulais, à chaque moment où le monde t'a dit non. C'est le test, et aussi l'opportunité. Le stoïcien ne nie pas ce qui se passe. Il observe, respire, accepte et répond. Parce qu'il sait que la sérénité n'arrive pas quand tout est parfait. Elle arrive quand il lâche l'illusion de contrôler ce qui n'a jamais été entre ses mains. C'est là qu'il le comprend. 3. Quand la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître, la douleur est comme cet invité gênant qui arrive sans prévenir, s'installe où il veut et ne te laisse pas dormir. Au début, tu veux juste qu'il parte. Tu le rejettes, tu l'insultes, tu le caches. Mais quand tu arrêtes de te battre contre lui et que tu le confrontes les yeux ouverts, tu te rends compte qu'il est venu pour t'enseigner quelque chose. Non pas pour te punir, mais pour te former. Parce que personne ne sort d'une période difficile en étant le même. La douleur, lorsqu'elle est écoutée avec humilité, transforme. Beaucoup la voient comme une punition, un signe d'échec ou une raison d'abandonner.
Mais le stoïcien ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Il se demande « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Parce que derrière la souffrance que tu n'as pas choisie, il y a une opportunité que tu peux choisir. Celle de te renforcer, celle de revenir à toi, celle de te reconstruire avec plus de clarté qu'avant. Le problème n'est pas de ressentir la douleur. Le problème est de rester à vivre dedans sans comprendre son message. La douleur émotionnelle ne se guérit pas en la cachant. Elle se guérit en la traversant, en la nommant, en la comprenant, en te permettant de la traiter sans la transformer en identité. Tu n'es pas ta blessure. Tu es celui qui décide quoi faire avec elle. Et si tu choisis de la transformer en élan plutôt qu'en excuse, tu commences à récupérer le pouvoir que la souffrance t'a enlevé. Chaque coup a une leçon si tu es prêt à regarder. Parfois, il t'apprend à poser des limites. D'autres fois, il te montre à qui tu ne dois pas revenir. Parfois, il te rappelle que tu te négligeais, que tu agissais à partir du vide, que tu avais besoin de t'arrêter. La douleur bien lue est clarté. Mais si tu l'ignores ou la réprimes, elle devient colère, rancœur, blocage. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, parce qu'elle te déconnecte non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre sa fonction. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Et le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ressentir avec courage, de te permettre de tomber, mais pas de rester en bas. D'utiliser ce qui t'est arrivé comme des briques pour construire quelque chose de plus fort en toi, pas comme des chaînes qui te maintiennent attaché à ce qui n'existe plus. Quand tu changes la façon dont tu te relates à la douleur, tu changes aussi la façon dont tu marches dans la vie. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le confrontes. Tu ne réagis plus avec désespoir, tu réponds avec direction. Tu n'as plus besoin que tout soit facile. Tu as juste besoin que ce soit réel. Parce que tu sais que tout ce qui a de la valeur ne naît pas dans le confort. Certaines des meilleures versions de toi-même émergent après t'être brisé et t'être reconstruit. Et ainsi, la douleur cesse d'être une ombre pour devenir lumière. Elle cesse de te paralyser pour te stimuler. Elle cesse de te dominer pour devenir ton allié. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour éviter tout ce qui fait mal. Tu es venu pour le transformer en la force qui te rend imbattable. 4. Le piège invisible de la comparaison et comment s'en libérer. Te comparer aux autres, c'est comme courir un marathon en regardant du coin de l'œil la voie à côté. Tu te distrais, tu trébuches et tu finis par perdre le rythme. Peu importe ta force, si tu regardes sur le côté au lieu de te concentrer sur ton propre pas, tu finis par t'épuiser. La comparaison, c'est ça, une usure silencieuse qui t'empêche d'avancer en paix. Ce qui semble être de l'admiration est souvent de la frustration déguisée. Et ce qui semble être de la motivation est en réalité une pression auto-imposée. Tout le monde le fait. Regardez la vie des autres, les corps des autres, les réalisations des autres. Et à chaque coup d'œil, une exigence naît. Tu dois être plus, avoir plus, montrer plus. Mais personne ne se demande si ce que tu envies te correspond vraiment. Si ce chemin, cette vitesse, ce style de vie est pour toi. Il ne s'agit pas de renoncer à la croissance, mais d'arrêter de la mesurer avec des règles qui ne sont pas les tiennes. Parce que lorsque tu vis selon les normes de quelqu'un d'autre, même ton succès te semble étranger. La comparaison ne détruit pas seulement l'estime de soi. Elle te déconnecte. Elle t'empêche de voir clairement tes propres progrès. Elle te fait te sentir insuffisant même lorsque tu grandis. Elle te fait douter de ce que tu as déjà accompli, simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant toi ou de manière plus bruyante. Et c'est un piège, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de grandir. Il n'y a pas qu'une seule ligne d'arrivée. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas, mais si tu vas dans la direction que tu désires vraiment. Beaucoup se punissent parce qu'ils n'ont pas ce que les autres montrent. Mais ce que tu vois chez les autres, c'est une vitrine, pas toute l'histoire. Tu ne sais pas ce que ça a coûté, ce qui a été perdu, ce qui est fin. Te comparer, c'est comme regarder une photo retouchée et croire que c'est la vérité. Et vivre ainsi ne génère que de l'anxiété.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, avec quelque chose de différent, avec quelque chose qui semble meilleur. Si ta paix dépend de battre tout le monde, tu ne te reposeras jamais. Le stoïcisme enseigne à regarder en soi, à reconnaître ses propres progrès sans avoir besoin de rivaliser avec ceux des autres, à comprendre que ton seul véritable adversaire est la version de toi qui est restée stagnante. L'objectif est de te surpasser, pas de les surpasser, à faire silence, à observer tes progrès avec honnêteté, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà tout en travaillant pour ce que tu désires. Te libérer de ce piège commence lorsque tu arrêtes de mesurer ta valeur avec une règle étrangère, lorsque tu choisis d'avancer même si personne ne le voit, lorsque tu reconnais que ton chemin est sacré précisément parce qu'il est à toi. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin d'engagement. Et tu n'as pas besoin de te démarquer de tous, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Te comparer, c'est vivre en guerre. T'accepter, c'est commencer à construire. Pas à partir de l'ego, mais à partir de l'authenticité. Pas à partir de l'urgence, mais à partir de la clarté. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de regarder sur le côté et que tu te concentres pleinement sur ton propre pas. C'est là que tout commence à avoir un sens dans ce que tu construis. 5. Lâcher avec amour, la force de laisser aller sans te perdre. Tenir quelque chose qui est déjà cassé est comme porter de l'eau dans les mains. Peu importe la force que tu y mets, elle s'échappe. Il en va de même pour les personnes, les étapes ou les situations qui ont déjà accompli leur cycle. Essayer de les retenir t'épuise. Lutter contre le détachement ne fait que te maintenir attaché à ce qui n'est plus vivant. Mais lâcher prise n'est pas renoncer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est comprendre que parfois, pour te préserver, tu as besoin de laisser aller ce qui ne te correspond pas. Cesser de s'accrocher avec amour ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu as décidé de ne pas haïr, qu'au lieu de t'accrocher au ressentiment, tu choisis de conclure avec dignité, que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour t'élever. Parce que lorsque tu traînes des culpabilités ou des histoires qui n'avancent plus, celui qui s'arrête le plus, c'est toi. Et ton énergie, qui pourrait être en train de construire quelque chose de nouveau, est consommée à revivre ce qui ne peut plus être changé. L'attachement est un piège émotionnel. Il te fait croire que sans cela tu ne peux pas, que si tu lâches, tu te retrouves vide, que si tu laisses aller, tu perds une partie de ton identité. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu conserves, mais ce que tu es capable de lâcher quand tu sais que cela n'ajoute plus rien. Et cela demande du courage. Parce que laisser aller n'est pas disparaître du jour au lendemain. C'est un processus interne. C'est d'abord lâcher prise dans l'esprit, puis dans le cœur, et ensuite dans les actes. Beaucoup confondent l'amour avec l'endurance. Mais aimer, c'est aussi savoir quand il est temps de fermer des cycles, de donner de l'espace, de se respecter soi-même. Tout ce qui commence bien ne finit pas toujours bien, et tout ce qui fait mal n'est pas destiné à rester. Quand tu choisis de rester là où tu ne grandis plus, tu commences à te trahir. Quand tu t'accroches à une histoire qui t'épuise déjà, tu arrêtes d'écrire celle qui t'attend. Lâcher avec amour, c'est remercier ce qui a été vécu sans permettre que ce qui a été vécu t'arrête. C'est dire, tu as fait partie de mon chemin, mais tu n'es pas mon destin. C'est libérer sans rancune. Et cela ne se fait pas à partir de la colère, mais à partir de la compréhension. Comprendre que tout ce qui entre dans ta vie a un but, mais que tout n'est pas destiné à rester. Certaines personnes sont des leçons, d'autres des impulsions, d'autres des épreuves. Et toutes, à un moment donné, font partie de ton évolution. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour avoir la paix, à lâcher ce qui s'échappe sans que cela ne détruise ta stabilité, à comprendre que tout ce que tu perds n'est pas une véritable perte. Parfois, c'est de l'espace qui s'ouvre, c'est de la clarté qui arrive, c'est de la force qui se récupère. Quand tu lâches avec amour, tu te libères sans t'empoisonner. Et cela, c'est du pouvoir, parce que tu n'es plus attaché par nécessité, tu choisis à partir de la conscience. 6. Ton refuge intérieur,
le lieu sacré que personne ne peut te prendre. Vivre sans refuge intérieur, c'est comme marcher sous l'orage sans toit, sans abri, sans direction. Chaque critique devient un coup, chaque problème, une menace, chaque personne difficile, un voleur d'énergie. Tu n'as pas de protection, tout affecte, tout te bouleverse. Et le pire, c'est que tu t'habitues à vivre à la merci des éléments émotionnels, en pensant que cette vulnérabilité est normale. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force naît lorsque tu construis en toi un espace auquel personne ne peut accéder sans ta permission. Ce refuge ne s'achète pas, ne s'improvise pas, ne se transmet pas. Il se crée avec de petites décisions quotidiennes, quand tu choisis de te respecter même lorsque les autres ne le font pas, quand tu décides de stopper le bruit extérieur et de vraiment t'écouter, quand tu commences à prendre soin de toi comme tu prenais soin de tout le monde, sauf de toi. Ce lieu se construit avec des actes, des limites, des pauses, de l'honnêteté. Il y a ceux qui vivent en attendant que quelqu'un d'autre leur donne ce refuge. Un partenaire, un ami, une famille, une figure extérieure qui les protège de tout. Mais quand le refuge dépend de quelqu'un d'autre, n'importe quelle absence le fait s'effondrer. Et là, tu te sens à nouveau perdu. C'est pourquoi le refuge le plus sûr est celui que tu construis à l'intérieur, celui qui ne dépend pas de l'humeur émotionnelle de personne, celui qui tient le coup même quand tout semble instable à l'extérieur. Le stoïcien comprend cela. C'est pourquoi il cultive son monde intérieur. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'approbation constante ni de validation extérieure. Parce que sa base est solide. Il ne vit pas en cherchant à échapper. Il vit en sachant qu'il a en lui tout ce dont il a besoin pour faire face à ce qui vient. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est en paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il décide, avec ce qu'il ressent. Cet espace intérieur n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est avoir un endroit où retourner quand le monde pousse, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les émotions menacent de déborder. Là, tu peux respirer, penser, comprendre. Et de là, tu peux agir avec sérénité, sans te laisser emporter par la tempête du moment. Construire ton refuge implique de renoncer à l'idée que tout doit s'adapter pour que tu te sentes bien. Cela implique de faire la paix avec ton histoire, tes erreurs, tes blessures. Cela implique de te regarder sans te juger, mais aussi sans te mentir. C'est un processus profond, mais nécessaire, parce que le jour où tout sera secoué, ce refuge sera la seule chose qui te maintiendra debout. Et il ne s'agit pas de t'enfermer, il s'agit de protéger ce qui a le plus de valeur, ton énergie, ton calme, ton focus. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans cet espace. Tout ce que tu entends ne mérite pas ta réponse. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton angoisse. Savoir filtrer, savoir fermer, savoir prendre soin de toi, c'est la sagesse en action. Cet endroit en toi est ton plus grand trésor. Et si tu le renforces, rien ni personne ne pourra te briser complètement. Parce que peu importe ce que tu perds, si ton refuge intérieur est intact, tu auras toujours un endroit d'où recommencer. 7. Ce que disent les autres parle d'eux, pas de toi. La bouche d'autrui est comme un miroir brisé. Elle reflète, mais déforme. Elle parle, mais ne dit pas toujours la vérité. Et pourtant, beaucoup vivent en fonction de ce que ces voix projettent. Ils marchent avec peur d'être jugés, ils agissent en cherchant l'approbation, ils s'arrêtent chaque fois que quelqu'un donne son avis avec dureté, comme si la valeur personnelle était définie par l'écho que les autres font de vos décisions. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne l'a jamais été. Ce que les autres disent de toi en dit plus sur eux que sur toi. Et si tu n'apprends pas à séparer cela, tu vas vivre prisonnier d'un reflet qui ne t'appartient même pas. La plupart des gens parlent à partir de leurs propres blessures, leurs frustrations, leur vision limitée du monde. Ils critiquent ce qu'ils ne comprennent pas, attaquent ce qui les dérange, minimisent ce qui les confronte. Si tu réussis, ils disent que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils disent que tu l'as mérité. Si tu t'éloignes, ils t'accusent d'être égoïste. Si tu restes, ils exigent plus de ce qu'ils donnent. Et au milieu de tout cela, c'est toi, essayant de t'adapter à une narration qui n'a jamais été la tienne. Vouloir plaire à tout le monde
est le chemin le plus rapide vers la perte d'identité. Parce que pour plaire à certains, tu vas devoir te trahir toi-même. Tu vas devoir te taire ce que tu penses, faire ce que tu ne veux pas, feindre ce que tu ne ressens pas. Et cela pèse. Apprendre à lâcher l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir indifférent, cela signifie devenir libre. Cela signifie que tu peux écouter sans assumer, que tu peux recevoir une critique et te demander si elle est vraie sans la laisser te définir. Tout le monde n'a pas la capacité de te voir de manière complète. Certains ne verront que la partie qu'ils aiment souligner, d'autres projettent leurs insécurités sur toi. Certains voudront te voir petit pour ne pas se sentir moins. D'autres seront mal à l'aise avec ta croissance parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas osé faire. Et cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas ici pour porter les miroirs brisés de personne. Chaque fois que quelqu'un parle de toi, rappelle-toi de te demander « Cette voix me connaît-elle vraiment ? Cette opinion vient-elle du respect ou du jugement ? Cette critique me construit-elle ou me limite-t-elle ? Et si elle n'ajoute rien, ne l'emporte pas avec toi. Parce que ton esprit est un espace sacré, pas une décharge émotionnelle où n'importe qui peut venir déposer ses insécurités. Quand tu comprends cela, tu respires différemment. Tu arrêtes d'expliquer chaque pas. Tu arrêtes de justifier chaque changement. Tu arrêtes de chercher la permission d'être qui tu es. Parce que celui qui est en paix avec son essence n'a plus besoin d'approbation pour soutenir sa présence. Ce que disent les autres devient un bruit de fond, et ton focus, ta voix et ton chemin deviennent beaucoup plus clairs. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la maturité, c'est la liberté à son meilleur. 8. La simplicité comme porte vers la clarté et la paix. Accumuler sans sens est comme remplir un sac à dos pour traverser un désert. Ce qui semble utile au début devient rapidement un poids qui te ralentit. Tout ce que tu portes ne te sert pas. Tout ce que tu charges ne t'accompagne pas. Et cela s'applique aussi à ta vie. La société enseigne que plus c'est mieux. Plus d'objets, plus de plans, plus de stimuli, plus de buts. Mais derrière cette accumulation se cache souvent le bruit. Une façon d'éviter le silence, un déguisement de succès qui ne fait que masquer le désordre interne. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la concentration. C'est savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est apprendre à garder ce qui ajoute, sans craindre de lâcher ce qui est superflu. Nous vivons à une époque où la complexité est valorisée, l'immédiateté est recherchée et la simplicité est sous-estimée. Mais c'est justement dans la simplicité que réside le pouvoir, parce que la simplicité éclaire. Elle élimine l'excès, elle illumine ce qui compte. Le stoïcien ne cherche pas à vivre plein de choses, il cherche à vivre plein de sens. C'est pourquoi sa vie ne tourne pas autour du matériel, mais de l'essentiel. Il n'a pas besoin d'ornements pour se sentir complet. Il n'a pas besoin de prouver pour valider sa valeur. Il trouve dans le minimum suffisant. Et à partir de là, il vit avec une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais de la cohérence interne. La simplicité commence par une décision. Ce n'est pas avoir moins par obligation, mais par conscience. Ce n'est pas faire peu, mais faire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas parler moins, c'est dire seulement ce qui compte. Ce n'est pas éliminer les émotions, c'est arrêter de dramatiser ce qui ne mérite pas tant d'énergie. C'est regarder ta journée et te demander ce qui apporte vraiment de la valeur, ce qui te connecte, ce qui t'élève, ce qui te centre. Et commencer à éliminer ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. Une vie simple n'est pas ennuyeuse, elle est stable. Et la stabilité émotionnelle n'est pas obtenue en accumulant des stimuli, mais en ordonnant des priorités. Lorsque tu choisis la simplicité, tu récupères du temps, de l'attention et de l'énergie. Tu arrêtes de te diviser entre 1000 choses. Tu arrêtes de courir sans savoir pourquoi. Tu arrêtes de consommer par anxiété. Tu commences à bouger avec plus d'intention, à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté. Beaucoup craignent le vide que laisse la simplicité, mais ils ne comprennent pas que ce vide se transforme en espace.
Et cet espace est celui qui permet à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, d'apparaître. Le bruit confond, la simplicité éclaire. Tu n'as pas besoin d'une vie pleine, tu as besoin d'une vie épanouie. Et pour cela, il faut souvent s'arrêter, regarder autour de soi et faire de la place. Non pas pour perdre, mais pour te retrouver. Parce que la paix ne se trouve pas parmi plus de choses, elle se trouve parmi moins de distractions, parmi moins de pression, parmi moins de dépendance. Et cela, bien que cela ne brille pas à l'extérieur, libère à l'intérieur. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et une fois que tu la connais, tu ne veux plus jamais vivre chargé. 9. Le pouvoir de se taire lorsque le bruit cherche à t'entraîner. Répondre à tout ce qui te provoque, c'est comme te jeter dans la boue chaque fois que quelqu'un te lance de la terre. Tu finis sale, épuisé, perdant le cap. Le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Tout ne mérite pas ta voix, tout ne mérite pas ton énergie. Se taire n'est pas ignorer, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine de dépenser des mots et dans lesquels il convient de garder la force. Parce que si chaque fois que quelqu'un te pousse, tu réagis, tu ne seras jamais en contrôle. Tu seras une marionnette émotionnelle manipulée par le bruit externe. Beaucoup croient que parler toujours est une forme de courage. Mais il y a plus de courage en celui qui peut regarder une provocation en face et ne pas céder. En celui qui écoute une offense et ne se décompose pas. En celui qui sait que parfois le silence en dit plus, parce qu'il ne cherche pas à gagner la discussion, il cherche à conserver la paix. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Le monde est plein de bruit. Opinions, plaintes, critiques, cris déguisés en arguments. Et plus tu participes à ce bruit, plus tu te perds de toi. Parce que parler par impulsion est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de respirer, d'observer et de choisir si c'est vraiment nécessaire de dire quelque chose. Ou si peut-être cette fois, la chose la plus forte que tu peux faire est de te taire. Se taire ne signifie pas permettre des abus. Cela signifie reconnaître qu'en parler ne change rien, quand cela ne fait qu'alimenter un feu inutile. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas une explication, que tout le monde ne comprend pas ton langage, que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce que tu as construit avec effort à l'intérieur de toi. Et alors, tu te réserves, non pas pour te cacher, mais pour te protéger. Le stoïcien valorise le silence comme un outil de pouvoir, non pas par orgueil, mais par concentration. Parce que quand tu sais que ta paix est plus importante que d'avoir raison, l'orgueil perd de sa force. Il y a des moments où le meilleur acte de force est de ne pas répondre, où le silence pose des limites plus claires que les mots, où regarder fermement et garder la voix montre plus d'équilibre que n'importe quel argument. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'intention. C'est un mur contre ce qui essaie de t'entraîner. C'est un bouclier contre ceux qui cherchent à te vider. C'est une déclaration que tu choisis comment agir, pas les autres. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit d'être stratégique, de comprendre que ton énergie est limitée, que tu ne peux pas combattre toutes les guerres, que tu ne peux pas corriger tous les mensonges, que tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à celui qui a déjà décidé de ne pas te voir. Et là, à ce point, le silence devient ton meilleur allié. Se taire n'est pas céder, c'est se renforcer sans s'exposer, c'est regarder depuis le sommet comment le bruit essaie de t'atteindre et n'y parvient pas. Parce que ton centre est solide, parce que ta tranquillité n'est pas à vendre, parce que ta voix ne se prête pas au chaos. C'est là le véritable pouvoir, celui qui s'exerce sans crier, celui qui s'impose sans parler. 10. Passager dans le monde, timonier de ton âme. Vivre sans direction, c'est comme monter à bord d'un bateau sans gouvernail. Le vent décide, la marée pousse, et tu flottes simplement. Les jours passent, les années passent, et tu continues sans direction, espérant que quelque chose change de lui-même, que la vie t'emmène quelque part de mieux. Mais la vie ne guide pas, elle offre seulement des chemins.
Celui qui ne prend pas le contrôle finit par vivre selon le scénario des autres, pris dans un rythme qu'il n'a pas choisi et renonçant, sans le savoir, à sa propre voie. Tu es un passager dans ce monde. Le temps ne s'arrête pour personne. Les saisons changent, les gens vont et viennent, les circonstances se transforment. Mais au milieu de ce transit constant, tu as un endroit où tu peux décider. En toi se trouve le gouvernail. Ce centre qui, si tu le prends fermement, te permet de te déplacer avec clarté au milieu du chaos. Celui qui n'évite pas les tempêtes, mais qui t'empêche de sombrer en elles. Beaucoup se perdent parce qu'ils confondent le mouvement avec le sens. Ils restent occupés, pleins de plans, de bruit, d'obligations, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils se lèvent sans but, agissent par inertie, réagissent au lieu de choisir. Et ainsi, la vie devient une répétition de jours vides, où l'âme s'éteint peu à peu sans que personne ne le remarque. L'âme ne s'impose pas avec force, elle se dirige avec sagesse. Et cette sagesse naît du silence, de la réflexion, du courage, de te remettre en question. Est-ce que je vis comme je le souhaite ou est-ce que je survis simplement ? Est-ce que je construis quelque chose de réel ou est-ce que je me contente de répondre aux attentes ? Suis-je sur le chemin que j'ai choisi ou sur celui qu'on m'a imposé ? Ces questions ne se répondent pas immédiatement, mais si tu les ignores, tu t'éloignes de toi-même un peu plus chaque jour. Être le timonier de ton âme, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est être prêt à chercher avec authenticité, à corriger le cap sans craindre le jugement, à avancer même si ça fait mal. C'est rester ferme quand les autres doutent. C'est écouter au-dessus du bruit. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas la mer, mais bien comment tu décides de la naviguer. Le monde continuera à tourner avec ou sans ton permission, mais ton âme ne peut pas tourner sans ta direction. Tu ne peux pas vivre en attendant que le vent change. Le changement, c'est toi. La clarté commence lorsque tu prends le gouvernail avec décision, lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler le destin, mais bien la façon dont tu marches vers lui. Et dans ce choix, encore et encore, naît la véritable liberté. Celle qui ne s'impose pas, elle se conquiert. Celle qui ne s'hérite pas, elle se construit. Celle qui ne s'explique pas, elle se vit. La surréflexion est une prison invisible. On ne la voit pas, mais elle vous enferme. C'est cette voix qui ne se tait jamais, qui répète encore et encore ce qui aurait pu se passer, ce qui devrait se passer et ce qui ne se passera peut-être jamais. C'est de l'usure pure, une torture silencieuse qui vole votre énergie, votre temps et votre paix. Chaque minute que vous cédez à cette boucle mentale est une minute perdue de vie réelle. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations. L'esprit peut être son propre tyran ou son meilleur allié. Sénèque a averti que nous souffrons plus de ce que nous imaginons que de ce qui se passe réellement. Et Épictète, sans détour, nous a rappelé que la seule chose sous notre contrôle sont nos pensées et comment nous les utilisons. L'excès d'analyse n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en réflexion. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un simple discours de motivation. Ici, vous trouverez des outils concrets pour affronter cette bataille qui se déroule dans votre tête. Des techniques pratiques, applicables au quotidien, qui transformeront la confusion en clarté, le chaos en calme et le doute en décision. Nous parlerons de transformer le manque en gratitude, d'embrasser l'impermanence, de séparer les pensées de l'essence, de réorienter l'énergie, de limiter les soucis, de transformer l'écrasante en petits pas et de rappeler ce qui est le plus oublié, que la vie est transitoire. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant pour récupérer votre pouvoir mental. Restez jusqu'à la fin, car ce parcours ne cherche pas à adoucir la vérité, il cherche à vous réveiller. Le moment de prendre le contrôle de votre esprit est aujourd'hui, et vous le ferez avec la discipline et la clarté d'un stoïcien. 1. Transforme le manque en gratitude. L'esprit qui est obsédé par ce qui manque est comme un voyageur qui marche avec une cruche cassée dans les mains. Peu importe combien d'eau il recueille en chemin, il finit toujours par se sentir vide. C'est ainsi que fonctionne la surréflexion, lorsqu'elle naît du manque.
Chaque pensée devient une liste de ce que tu n'as pas, de ce que tu n'accomplis pas, de ce que tu as perdu ou de ce que d'autres apprécient pendant que tu as l'impression de rester en arrière. Et plus tu te concentres sur cette fissure, plus elle semble s'agrandir. Le stoïcisme offre une réponse radicale. N'accumule pas les pensées sur ce qui te manque. Tourne ton regard vers ce que tu possèdes déjà, car c'est là que commence la véritable force. Marc Aurèle a écrit que la richesse d'un homme se mesure par la qualité de ses pensées, non par ce qu'il accumule. Lorsque tu entraînes ton esprit à être reconnaissant pour les choses simples, le poison de la surréflexion perd de sa force. Le manque nourrit toujours le doute. Et si je ne suis pas assez? Et si je n'arrive jamais? Et s'il me manque quelque chose pour être complet? La gratitude, en revanche, change l'axe de ces questions. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des objectifs à atteindre, mais de comprendre que tu as déjà les outils pour avancer, que ce que tu possèdes aujourd'hui est plus que suffisant pour faire le prochain pas. Si tu veux commencer à surmonter l'excès d'analyse, pratique la gratitude comme un acte conscient et quotidien. Je ne parle pas d'un rituel vide, je parle d'entraîner l'esprit comme on entraîne un muscle. Avant de dormir, énumère 3 choses que tu as déjà et que tu prenais peut-être pour acquises hier. La santé, une conversation qui t'a renforcé, la capacité de résister un jour de plus. Cette pratique reprogramme ton focus. Ce qui semblait peu hier devient abondance aujourd'hui. Et l'anxiété qui naît du manque s'affaiblit. Une autre façon pratique est de t'arrêter chaque fois que ton esprit tombe dans la spirale du pas encore. Quand tu penses « je n'ai pas encore ce travail »,« je n'ai pas encore atteint cet objectif »,« je n'ai pas encore cette vie », respire et reformule la phrase. J'ai déjà les outils pour avancer, je suis déjà en train de suivre le processus. Je possède déjà quelque chose de précieux que les autres ne voient pas. Le langage avec lequel tu te parles peut être une chaîne ou une arme. Choisis qu'il soit une arme. Sénèque disait que la plus grande pauvreté n'est pas de manquer de bien, mais d'en avoir trop besoin. Lorsque tu sens que ta tête se noie dans des pensées de manque, réduis-le à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être en paix aujourd'hui ? La plupart des réponses sont simples. Une respiration, un corps capable, un esprit qui, bien que fatigué, continue de se battre. C'est la base du stoïcisme. Entraîner la gratitude, non pas pour te contenter, mais pour te libérer du tourment de vouloir contrôler tout ce qui ne dépend pas de toi. La surréflexion alimentée par le manque est un piège, car elle ne se rassasie jamais. Il y aura toujours quelque chose de plus à atteindre. Il y aura toujours un « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Le stoïcien brise cette illusion en reconnaissant que le bonheur n'est pas dans ce qu'il espère recevoir, mais dans ce qu'il tient déjà. Cette clarté transforme l'esprit en un terrain solide où les doutes perdent de leur force. Pratiquer la gratitude, c'est couper le cercle de la surréflexion nette. Chaque fois que l'esprit te tire vers ce qui manque, reviens à ce que tu as. Chaque fois que l'anxiété te montre un vide, réponds par un rappel de ton abondance. En le faisant, la cruche cesse d'être cassée. Elle commence à contenir suffisamment pour marcher avec dignité. 2. Embrasse l'impermanence. La vie ressemble à une rivière qui ne s'arrête jamais. Tu peux plonger ta main dans ses eaux, mais tu ne toucheras jamais le même courant. Chaque instant s'écoule sans retour, et pourtant l'esprit surpensant agit comme si tout était éternel. Il s'accroche aux souvenirs, répète des scènes passées, projette des peurs futures, et oublie que rien, pas même la douleur, ne dure pour toujours. C'est l'une des erreurs les plus courantes. Vivre comme si les soucis étaient éternels, alors qu'en réalité ils sont transitoires. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation de l'impermanence n'est pas de la résignation, c'est reconnaître que rien ne dure assez longtemps pour justifier le tourment de la pensée répétitive. Marc Aurèle l'a écrit simplement « Tout ce que tu vois changera bientôt et cessera d'exister ». Cette phrase est un rappel brutal et libérateur. Ce qui semble aujourd'hui un poids insupportable, demain sera un souvenir, et ce que tu crois éternel aujourd'hui se dissipera aussi. Pour mettre en pratique cette attitude, tu dois entraîner ton esprit à lâcher prise. Une technique utile est de te demander chaque fois qu'une idée se répète sans fin, est-ce que cela aura encore de l'importance dans un mois, dans un an ou dans 10 ans?
La plupart des pensées obsessionnelles perdent de leur importance lorsque tu les places dans la perspective du temps. Cet simple exercice de mise en échelle transforme ce qui semblait être une montagne en un petit caillou sur le chemin. Une autre pratique concrète est le détachement conscient. Sénèque conseillait de profiter de ce que nous avons comme si c'était emprunté, parce qu'en réalité, tout l'est. Chaque matin, en te levant, prends une minute pour remercier ce que tu as aujourd'hui, mais aussi pour te rappeler que rien n'est garanti pour demain. Cette réflexion ne cherche pas à te faire peur, elle cherche à te faire vivre avec plus d'intensité et moins d'attachement. La surpensée naît souvent de la peur de perdre, mais lorsque tu assumes que tout est transitoire, la peur perd de sa puissance. La surpensée se nourrit aussi de l'obsession des résultats, comme s'ils étaient permanents. Si tu échoues, tu te répètes que ce sera pour toujours. Si tu fais une erreur, tu as l'impression qu'elle marquera ta vie entière. L'impermanence brise cette illusion. Rien ne définit ta vie complètement, parce que tout coule et change. Pour appliquer cela en pratique, transforme les erreurs en apprentissage. Demande-toi, qu'est-ce que je peux tirer de cela pour le présent? C'est la manière stoïcienne de lâcher le poids du passé sans ignorer la leçon qu'il apporte. Épictète disait que l'homme sage ne souffre pas de ce qu'il perd, mais qu'il est reconnaissant de l'avoir eu. Chaque fois que ton esprit reste coincé à penser à ce qui n'est plus là, au lieu de te tourmenter avec « pourquoi est-ce parti ?» change la narration en « quelle chance de l'avoir vécu ». Ce changement de perspective transforme l'impermanence en un allié plutôt qu'en un ennemi. Accepter que tout passe, c'est briser le cycle de la surpensée. Le bon et le mauvais ont une date d'expiration. Quand ton esprit le comprendra, tu arrêteras de rester coincé dans des cercles sans fin et tu commenceras à vivre avec plus de calme. L'impermanence n'est pas une perte, c'est la liberté. Et quand tu l'embrasses, tu reprends le contrôle de ton esprit. 3. Honore l'effort plus que le résultat. L'esprit obsédé par les résultats ressemble à quelqu'un qui plante un arbre et qui chaque jour le déracine pour vérifier s'il a déjà poussé. Cette impatience détruit ce qu'il essaie de cultiver. Et c'est ainsi que fonctionne la surréflexion lorsqu'elle ne se concentre que sur la fin. L'excès d'analyse survient parce que nous voulons des certitudes immédiates, des garanties de succès, des preuves que tout ira bien. Le problème est que la vie n'offre jamais ces garanties, elle n'offre que le présent et ce que nous en faisons. Le stoïcisme répond clairement. Tu n'as pas de pouvoir sur le résultat, mais tu en as sur ton effort. Marc Aurèle a écrit qu'il ne s'agit pas que le monde te rende ce que tu mérites, mais d'agir conformément à la vertu. Ce principe change complètement la façon dont l'esprit traite l'anxiété. L'effort est sous ton contrôle, le résultat ne l'est pas. Lorsque tu acceptes cette différence, la surréflexion s'affaiblit, car tu arrêtes de te torturer pour ce que tu ne peux pas gérer et tu concentres ton énergie sur la seule chose qui dépend de toi, l'action présente. Pour appliquer cela de manière pratique, commence par fixer des objectifs axés sur le processus, pas sur le résultat. Au lieu de te dire « je veux réussir ce projet », change la formule en « je vais consacrer 2 heures par jour avec discipline à ce projet ». Ainsi, tu arrêtes de nourrir le doute de savoir si tu réussiras et tu entraînes ton esprit à se concentrer sur l'acte concret. Chaque jour accompli est une victoire que la surréflexion ne peut pas te voler. Un autre conseil est d'entraîner l'esprit à mesurer le progrès en étapes, pas en trophées. La surréflexion s'active lorsque tu regardes trop loin à l'horizon. Si tu te répètes que tout dépend de l'atteinte de l'objectif final, tu vivras dans une anxiété constante. Au contraire, reconnais chaque avancée comme une réussite en soi. Sénèque disait qu'aucune grande chose n'est réalisée immédiatement. Et si tu essaies de mesurer ta valeur uniquement par la fin, tu auras toujours l'impression d'échouer. Célèbre les petits pas, car ils sont la base de ce qui est grand. L'effort implique également d'accepter l'imperfection. La surréflexion apparaît lorsque tu veux que tout soit parfait avant d'agir. Tu attends le moment idéal, le plan sans faille, la confirmation que rien ne va mal se passer. Cela n'arrive jamais, et pendant que tu attends, tu perds la vie. La pratique stoïcienne consiste à avancer même avec des doutes, sachant que les erreurs font partie du processus. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe,
mais comment tu l'utilises. Si tu échoues, l'effort a déjà semé une leçon qui demain fera partie de ta force. Lorsque tu honores l'effort, plus que le résultat, tu te libères également de la comparaison avec les autres. La surréflexion survient souvent parce que tu mesures ta vie avec la règle d'autrui. Tu te demandes pourquoi les autres avancent plus vite ou accomplissent plus de choses. Ce cercle te consume. L'attitude stoïcienne est de se rappeler que ton effort est unique et n'a pas besoin de compétition. Compare-toi à ta version d'hier, pas à la vie d'un autre. Ce changement de perspective apaise l'esprit et redonne de la clarté. Tu peux appliquer cela dans la vie quotidienne de manière simple. À la fin de la journée, au lieu de te demander « ai-je accompli ce que je voulais ?», demande-toi « ai-je fait l'effort qui était en mon pouvoir ?» Cette question élimine l'angoisse pour l'avenir et centre ton attention sur ce que tu as fait aujourd'hui. Si la réponse est oui, repose-toi en paix, car il n'y a rien de plus que tu aurais pu faire. Si la réponse est non, ne te punis pas, ajuste et fais mieux demain. Cette pratique entraîne ton esprit à cesser de tourner sans fin sur ce qui ne dépend pas de toi. Le résultat est incertain, l'effort est à toi. La surréflexion perd sa force lorsque tu comprends cela. 4. Réoriente ton énergie mentale. L'esprit ressemble à un phare. Lorsque sa lumière est concentrée, elle peut traverser l'obscurité et guider les navires au milieu de la tempête. Mais si cette lumière se disperse dans toutes les directions, elle perd de sa force, cesse d'éclairer et devient une simple lueur inutile. C'est ainsi que fonctionne la surréflexion. Ton énergie mentale se disperse dans 1000 directions, s'épuise dans des scénarios imaginaires, se complique dans des suppositions et finit sans clarté pour agir sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir réside dans la concentration, dans le fait de diriger l'attention vers l'essentiel, car là où tu mets ton esprit est là où tu construis ta vie. Marc Aurèle le disait de manière percutante, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et la qualité des pensées ne réside pas dans la quantité, mais dans la direction. Un esprit qui surréfléchit consacre sa lumière à ce qu'il ne peut contrôler, au passé qui n'existe plus, à l'avenir qui n'est pas encore arrivé. La pratique stoïcienne est simple mais exigeante. Concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi et arrête de gaspiller des forces sur l'inévitable. Pour mettre en pratique cette attitude, commence par identifier où va ton énergie. Fais un exercice d'honnêteté. Lorsque ta tête ne s'arrête pas, demande-toi ce pensée, est-ce que je peux la résoudre ou non? Si la réponse est non, coupe le flux, respire et dirige ton attention vers une action concrète. Cela peut sembler simple, mais cette coupure délibérée est un entraînement qui transforme peu à peu la façon dont ton esprit répond au chaos. Un autre conseil est de concevoir des routines de concentration. La surréflexion se développe dans le désordre, dans les espaces où l'esprit vagabonde sans direction. Si ta journée n'a pas de structure, ton esprit en invente une, et presque toujours avec des soucis. Consacre les premières heures de la journée à des activités qui concentrent ton énergie. Exercice, lecture, écriture de ce que tu as besoin de faire. En donnant à ton esprit une tâche claire, tu réduis l'espace où l'excès d'analyse a tendance à s'installer. Il est également utile de pratiquer la technique du une chose à la fois. La multitâche est l'un des pièges modernes qui alimentent la dispersion mentale. Lorsque tu essaies de faire plusieurs choses, en réalité tu n'en termines aucune et ta tête se remplit de choses en attente. Le stoïcien recommande d'agir avec présence. Si tu manges, mange. Si tu travailles, travaille. Si tu te reposes, repose-toi. Cela peut sembler évident, mais en pratique c'est révolutionnaire, car cela libère l'esprit de la charge d'être dans 1000 endroits en même temps. Sénèque avertissait que celui qui est partout n'est en réalité nulle part. La réorientation de ton énergie exige de la discipline pour dire non. Non à la distraction constante, non aux pensées répétitives qui ne mènent à rien, non aux conversations internes qui épuisent. Dire non, c'est aussi dire oui à ton calme et à ton pouvoir de décision. Une autre pratique stoïcienne puissante consiste à écrire ce qui te préoccupe et ensuite à choisir une seule chose sur laquelle agir aujourd'hui.
Cette sélection est un filtre qui concentre ton énergie sur ce que tu peux bouger et en même temps éteint la sensation d'être entouré de pensées sans fin. Chaque jour concentré sur une action concrète est un coup contre la surréflexion. L'énergie mentale est une ressource limitée. Si tu la gaspilles en doute, en peur et en scénarios qui n'existent pas, lorsque viendra le moment d'agir, tu n'auras ni clarté ni force. Mais si tu apprends à la réorienter, chaque décision sera plus ferme, chaque pas plus sûr. L'esprit qui s'entraîne à se concentrer devient un phare qui éclaire même au milieu de la tempête. La surréflexion se nourrit de dispersion, mais tu peux la vaincre avec la direction. 5. Sépare tes pensées de ton essence. L'esprit peut sembler une pièce remplie de voix qui parlent en même temps. Certaines murmurent des doutes, d'autres crient des peurs. D'autres inventent des scénarios qui ne se produiront jamais. Quand tu ne sais pas distinguer ces voix, tu finis par croire qu'elles sont toutes toi. Et c'est là que la surréflexion devient un fardeau insupportable. Le stoïcisme enseigne quelque chose de libérateur. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui observe ce qui se passe dans ton esprit. Confondre les pensées avec l'identité est comme croire que les nuages sont le ciel. Les nuages changent, passent, disparaissent, mais le ciel reste intact. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne devons pas nous laisser asservir par les impressions, car ce ne sont que des apparences qui traversent l'esprit. Quand tu te répètes sans cesse que tu n'es pas assez, que tu vas échouer, que tout va mal se passer, ce qui se passe en réalité, c'est que tu permets à une pensée transitoire de définir ce que tu es. Séparer ton essence de ce que tu penses, c'est retrouver la clarté que les idées, bien qu'intenses, n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes. Elles n'en ont que si tu décides d'y croire. Une pratique puissante pour mettre en œuvre cette attitude est la technique de l'observation sans identification. Chaque fois qu'une pensée intrusive arrive, au lieu de dire « je suis un échec » ou « j'ai peur », change-le en « j'ai la pensée que je vais échouer » ou « mon esprit produit de la peur ». Cette petite distance change la façon dont tu le perçois. La pensée n'est plus ton identité, c'est un événement passager. Une autre façon de l'appliquer est d'écrire ce que ta tête répète à l'excès. En le mettant sur papier, tu te rends compte que cette pensée n'est qu'une phrase, pas une sentence. Tu peux la regarder, la questionner, décider si elle a du sens ou si elle n'est que du bruit. Sénèque rappelait que la plupart de nos tourments sont inventés et les voir en dehors de ta tête les réduit à leur juste proportion. La surréflexion se nourrit lorsque tu lui donnes le pouvoir d'être une vérité absolue. En apprenant à observer, tu cesses de réagir automatiquement. Demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle à vivre mieux ou ne fait-elle que me chaîner? Si elle ne t'aide pas, tu la reconnais et tu la laisses passer. Comme un nuage qui traverse le ciel, tu n'as pas besoin de le saisir ni de le détruire, juste de le regarder bouger jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il est également utile de pratiquer la respiration consciente comme rappel physique de cette séparation. Chaque fois qu'une pensée commence à tourner, concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément, expire lentement, et pendant que tu le fais, répète intérieurement « Je suis celui qui respire, pas ce que je pense ». Cette habitude renforce la distance entre ton essence et le bruit mental, te rendant la tranquillité. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. C'est la clé. Ce que tu penses de toi, des autres ou de l'avenir sont des interprétations, pas des faits. Si tu arrives à les voir comme telles, tu retrouves le pouvoir de choisir quelles pensées méritent ton attention et lesquelles doivent partir sans résistance. Séparer les pensées de l'essence ne signifie pas ignorer ton esprit. Cela signifie le gouverner. Cela signifie se rappeler que tu n'es pas tes peurs, ni tes doutes, ni tes erreurs. Tu es la conscience qui les observe et qui peut décider comment agir face à eux. Lorsque tu appliques cette attitude, la surréflexion perd de sa force, parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de lutter contre chaque idée qui apparaît. Tu as juste besoin de reconnaître que tu es plus grand qu'elles toutes. La véritable liberté mentale commence lorsque tu apprends à être le ciel, pas les nuages. 6. Maîtrisez vos soucis avec une limite.
Les soucis ressemblent à un incendie qui commence par une étincelle. Si vous ne le conteniez pas, il dévorera tout sur son passage. L'esprit qui surpense allume ce feu encore et encore, imaginant des scénarios qui ne se sont pas encore produits, inventant des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Le pire, c'est que plus vous essayez de l'éteindre avec des pensées, plus il grandit, car l'excès d'analyse devient de l'essence. Le stoïcisme enseigne que la solution n'est pas d'éliminer tous les soucis, car c'est impossible, mais d'apprendre à leur fixer une limite, comme un pare-feu qui arrête l'avancée des flammes. Marc Aurèle recommandait de ne pas gaspiller votre vie à vous soucier de ce qui est hors de votre contrôle. Cet enseignement est clair. Il ne s'agit pas de penser moins par hasard, mais de former l'esprit à établir un espace défini pour les soucis. Une technique pratique consiste à créer ce que les psychologues modernes appellent un temps de souci. Choisissez un moment de la journée, par exemple 20 minutes dans l'après-midi, et concentrez-vous uniquement sur le fait de noter ou de réfléchir à ce qui vous inquiète. Lorsqu'une pensée apparaît en dehors de cette période, au lieu de la laisser se propager, dites à votre esprit « Je m'occuperai de cela pendant mon temps de souci ». Une autre pratique efficace est d'utiliser la dichotomie du contrôle, si souvent répétée par Épictète. Faites une liste et divisez vos soucis en 2 colonnes. Ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ce qui ne dépend pas de vous, acceptez-le et laissez-le partir. Ce qui dépend de vous, transformez-le en un plan d'action concret. Cette clarté élimine le sentiment d'être piégé dans une mer de pensées. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un coup. Il suffit de différencier l'inévitable de ce qui peut changer. Sénèque avertissait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Souvent, vos soucis sont des projections exagérées qui ne se matérialisent pas. Pour réduire cet effet, utilisez la pratique de vous demander « Qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire ?» En affrontant directement ce scénario, l'esprit cesse de gonfler la peur comme un monstre invisible. Un autre conseil est d'établir des rituels de fermeture mentale à la fin de la journée. Lorsque la nuit arrive, la surpensée s'intensifie, car le silence extérieur amplifie le bruit intérieur. Écrivez dans un cahier ce qui vous inquiète avant de dormir. Fermez le cahier et dites à voix basse « Je m'occuperai de cela demain ». Ce geste simple crée une limite physique et psychologique qui entraîne votre cerveau à ne pas continuer à nourrir le souci dans l'obscurité. Il est également utile d'utiliser le corps comme encre. Lorsqu'une pensée se répète sans contrôle, déplacez votre attention vers une action physique. Marchez, vous étirez, respirez profondément. Le corps coupe le circuit du souci et renvoie à l'esprit le signal qu'il peut se calmer. Les stoïciens comprenaient que la discipline mentale n'est pas séparée du corps, mais que les deux travaillent ensemble pour soutenir la sérénité. Maîtriser les soucis avec une limite ne signifie pas les ignorer, ni prétendre qu'ils n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, leur donner un espace contrôlé et ensuite y mettre fin. Comme un incendie qui peut dévaster une ville s'il est laissé libre, les soucis consomment votre énergie si vous ne les conteniez pas. Mais lorsque vous apprenez à construire des limites, l'étincelle cesse d'être une menace et devient gérable. C'est la victoire du stoïcien. Utilisez l'esprit comme un outil et non comme un ennemi. Lorsque vous établissez une fin à vos soucis, vous retrouvez la clarté que la surpensée tente de vous voler et vous découvrez que la tranquillité n'est pas l'absence de problèmes, mais la maîtrise de soucis. 7. Transformez l'écrasant en petits pas. La surréflexion ressemble à être devant une montagne immense et à rester paralysé en regardant le sommet. La vue est si impressionnante que le corps ne bouge pas. L'esprit fait de même. Il amplifie les problèmes jusqu'à les transformer en géants inaccessibles. Chaque détail est analysé, chaque scénario est imaginé, chaque erreur possible est anticipée, et ainsi, au lieu d'avancer, vous restez coincé dans l'immobilité. Le stoïcisme enseigne que la façon de vaincre l'accablement n'est pas de défier la montagne dans son ensemble, mais de diviser l'ascension en étapes gérables qui peuvent être exécutées avec calme et constance. Marc Aurèle conseillait de ne pas se laisser intimider par l'ampleur d'une tâche, mais de la fragmenter jusqu'à ce qu'elle devienne gérable.
Il disait qu'aucune action importante n'est impossible si elle est divisée en petites actions. Cette idée frappe directement au cœur de la surréflexion, car lorsque vous réduisez le grand en partie, l'esprit cesse d'inventer des excuses et se concentre sur l'immédiat. Ce changement de perspective transforme ce qui semblait impossible en quelque chose de concret et d'atteignable. Pour le mettre en pratique, commencez par la règle de la fragmentation. Chaque fois que vous sentez qu'une tâche ou une préoccupation est trop grande, demandez-vous « Quel est le premier petit pas que je peux faire maintenant ?» Il ne s'agit pas de tout résoudre d'un coup, mais de briser la paralysie par une action initiale. Cela peut être d'envoyer un message, de noter une idée, de rechercher une option. Ce mouvement interrompt la spirale mentale et crée une sensation de progrès. Une autre stratégie utile est d'appliquer des limites de temps. Lorsque l'esprit reste coincé dans la grandeur de quelque chose, l'anxiété augmente. Décidez de consacrer seulement 20 ou 30 minutes à travailler sur la première partie, sans vous forcer à tout terminer. À la fin, la charge diminue parce que vous avez déjà transformé l'incommensurable en progrès concret. Les stoïciens valorisaient la discipline quotidienne plus que les exploits extraordinaires, car ils savaient que le caractère se construit avec constance. Vous pouvez également pratiquer la technique de la concentration sur le présent. La surréflexion a tendance à se multiplier parce que vous essayez de résoudre demain, après-demain et l'année prochaine en même temps. Sénèque avertissait que personne ne peut porter en même temps le poids du passé, du présent et de l'avenir. Si votre tête est submergée par ce qui manque, interrompez la pensée et demandez-vous qu'est-ce qui correspond à faire aujourd'hui. La réponse, presque toujours, est beaucoup plus simple que ce que l'anxiété laisse paraître. Épictète rappelait que la vie ne demande pas plus que ce que vous pouvez donner à chaque instant. Quand quelque chose semble insupportable, c'est parce que vous le regardez dans son ensemble, comme un bloc immense. Si vous le fragmentez, vous découvrez que chaque partie peut être supportée. Tout comme le marcheur qui n'escalade pas la montagne d'un seul coup, mais pas à pas, vous pouvez transformer l'accablement en une série de petites victoires. Une autre pratique utile consiste à écrire votre problème ou tâche comme une liste d'étapes. Le voir divisé en actions claires empêche l'esprit de l'imaginer comme un monstre incontrôlable. Chaque étape que vous cochez est un signe tangible que vous avancez, et cela éteint la sensation d'être coincé. La surréflexion perd de sa force lorsque l'action la remplace. Transformer l'accablement en petits pas ne signifie pas minimiser la difficulté de la vie. Cela signifie reconnaître qu'aucun défi ne peut vous vaincre si vous le divisez en parties que votre esprit et votre corps peuvent gérer. La montagne est toujours là, mais elle ne vous paralyse plus, car vous avez appris qu'elle ne se conquiert pas en regardant le sommet, mais en mettant un pied devant l'autre. 8. Rappelle-toi la transitorité de la vie. Pensez trop, c'est comme marcher à l'intérieur d'un sablier, pris entre des grains qui tombent sans cesse. Chaque seconde s'échappe, mais au lieu de la vivre, tu la gaspilles en réfléchissant à ce qui aurait pu être ou à ce qui sera peut-être. La surréflexion vole ce que tu as de plus précieux, le temps. L'ironie est que nous croyons avoir une réserve infinie, alors qu'en réalité, chaque jour est un rappel que la vie est finie, fragile et éphémère. Le stoïcisme ne cherchait pas à déprimer avec cette idée, mais à éveiller. Marc Aurèle répétait que la vie est courte et que la seule chose que nous possédons vraiment est le présent, cet instant qui, si tu ne le saisis pas, s'échappe pour toujours. La transitorité de la vie est l'une des leçons les plus dures et en même temps les plus libératrices. Sénèque conseillait de vivre comme si chaque jour était le dernier, non pas pour tomber dans le désespoir, mais pour cesser de perdre du temps sur ce qui n'a pas d'importance. Lorsque tu te rappelles que le temps est limité, les pensées inutiles perdent de leur pouvoir. Tout à coup, ces disputes imaginaires, ces scénarios catastrophiques et ces doutes constants paraissent ridicules face à la brièveté de ton passage dans ce monde. Pour appliquer cette pratique, commence par la réflexion quotidienne sur la mortalité, ce que les stoïciens appelaient « memento mori ». Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Il suffit de te rappeler chaque matin que la vie n'est pas éternelle et que chaque jour pourrait être le dernier.
Cette prise de conscience change ta façon de penser. L'excès d'analyse est coupé parce que tu comprends qu'il n'y a pas de temps à gaspiller dans les boucles mentales. Chaque minute compte, et si tu la gaspilles en te faisant du souci, tu donnes la possibilité de la vivre intensément. Une autre façon d'exercer cette attitude est de te demander face à une pensée répétitive. Est-ce que cela aura encore de l'importance le jour de ma mort? La réponse est presque toujours non. Cette perspective démasque la trivialité de nombre de tes préoccupations et te force à diriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Ce qui aura du poids à la fin de la vie ne seront pas tes doutes interminables, mais les actions que tu as décidé de prendre, le courage avec lequel tu as affronté tes jours et la sérénité avec laquelle tu as marché. La surréflexion se nourrit de l'illusion de contrôle, de la croyance que si tu penses assez, tu pourras assurer l'avenir. La conscience de la transitorité brise cette illusion. Épictète enseignait que demain ne nous appartient pas et que la seule chose que nous pouvons gouverner est notre réponse à ce moment. Chaque fois que ta tête reste coincée à imaginer 1000 futurs, rappelle-toi, le seul qui existe est le présent. Cela suffit pour vivre avec plus de calme et de détermination. Tu peux aussi pratiquer la gratitude liée à la transitorité. Remercie pour ce que tu as maintenant parce que tu sais que cela ne sera pas éternel. Remercie les personnes qui sont à tes côtés aujourd'hui parce que demain, elles pourraient ne pas être là. Remercie ta santé, ton temps et tes capacités parce que chacun d'eux est éphémère. Cette pratique non seulement arrête la surréflexion, mais elle éveille aussi une profonde appréciation pour le quotidien. Se rappeler la transitorité de la vie ne signifie pas vivre avec peur. Cela signifie vivre avec une urgence consciente. Cela signifie comprendre que chaque jour gaspillé dans des boucles mentales est un jour qui ne reviendra jamais. Lorsque l'esprit se rappelle que l'horloge continue d'avancer, les doutes se réduisent et les décisions deviennent plus fermes. L'excès d'analyse perd de son pouvoir parce que la vie elle-même te rappelle que tu ne peux pas rester éternellement à penser sur le bord de la rivière. Tôt ou tard, l'eau continue de couler. Le stoïcien ne fuit pas cette vérité, il l'embrasse. Pense à un volcan qui se réveille soudainement, projetant du feu, de la fumée et des cendres partout. C'est ainsi que se déroulent de nombreuses discussions. Elles éclatent sans prévenir et cherchent à t'entraîner dans leur fureur. Mais observe maintenant une montagne qui reste intacte face à l'éruption, solide, ferme, sans se laisser ébranler par la violence environnante. Cette montagne, c'est toi lorsque tu décides de ne pas perdre ton calme face aux attaques verbales. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de hausser la voix, mais de montrer que ta voix sereine a plus de poids que n'importe quel cri. Dans chaque confrontation verbale, il y a toujours un piège caché. Croire que celui qui parle le plus fort est celui qui gagne. Mais la réalité est autre. Celui qui contrôle son ton, celui qui mesure ses mots, celui qui sait quand se taire et quand répondre, c'est celui qui a vraiment le contrôle. Et quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des insultes ou des sarcasmes, ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur son terrain, de te faire perdre ta sérénité. Si tu tombes, tu as déjà perdu. Si tu résistes intelligemment, la victoire est à toi. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Le triomphe n'est pas d'humilier l'autre, c'est de ne laisser personne voler ta paix. C'est pourquoi, ici, tu apprendras à utiliser des phrases courtes, percutantes, qui semblent simples, mais qui frappent plus fort que n'importe quelle discussion longue et bruyante. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à blesser, mais à établir des limites claires et à faire respecter ton espace sans pousser un seul cri. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu trouveras ici ne sont pas des conseils vides, mais des outils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne, au travail, dans ta famille, ou avec n'importe qui essaye de te manipuler ou de te faire perdre le contrôle. Ici, tu découvriras que le silence est aussi une réponse, que ton attitude et ton regard peuvent en dire plus que 1000 mots et que la sérénité bien maintenue peut te rendre impossible à briser. Ce scénario est un entraînement pour ton caractère, pour que tu cesses d'être la proie du feu des autres et que tu deviennes la montagne solide que personne ne parvient à renverser. 1.
quelqu'un « Je n'ai pas besoin de me précipiter, je répondrai calmement ». Un éclair illumine le ciel pour un instant, génère du bruit et effraie tout le monde, mais disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Le tonnerre peut être fort, mais il n'a pas de consistance. Le calme, en revanche, est comme un lever de soleil qui arrive lentement, fermement, inévitablement, et qui finit par s'imposer sur n'importe quelle obscurité. C'est ainsi que se présente ta réponse lorsque tu choisis de ne pas te précipiter, brève, ferme et sereine. Elle ne cherche pas à éblouir ni à intimider, elle met simplement les choses à leur place. L'erreur la plus courante dans une discussion est de réagir au même rythme que l'attaque. On te lance des mots durs et ta première réaction est de les renvoyer sans réfléchir. Et à ce moment-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es un reflet de l'autre. Tu es tombé dans son jeu. La clé est de comprendre que chaque seconde de pause avant de répondre est un acte de pouvoir. Cette pause est ce qui transforme ta réponse en quelque chose qui désarme plutôt qu'en quelque chose qui alimente le conflit. Celui qui t'attaque cherche la vitesse. Il veut t'entraîner sur un terrain où la colère règne. Il sait que si tu réponds immédiatement, tu succomberas à l'impulsion et tu t'affaibliras. Mais lorsque tu choisis de freiner, de respirer et de répondre calmement, tu brises le scénario. Ils attendaient du feu et trouvent de l'eau. Ils attendaient un cri et reçoivent un murmure ferme. Et c'est à ce moment-là que l'agresseur est déstabilisé, car ta sérénité est un miroir qui lui rappelle le ridicule de son exaltation. Répondre calmement ne signifie pas ne pas répondre. Cela ne signifie pas baisser la tête ni rester silencieux par peur. Cela signifie choisir des phrases courtes qui ferment la porte à la confrontation inutile, mais qui définissent clairement ta limite. Des exemples simples. Je parlerai quand on pourra le faire avec respect, ton opinion est la tienne, je garde la mienne, je n'ai pas besoin de crier pour que tu me comprennes. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à gagner, mais à reprendre le contrôle de la situation. Fais-en une habitude dans la vie quotidienne. Au travail, lorsque quelqu'un te met la pression avec des commentaires sarcastiques, réponds calmement. Si tu veux que nous parlions, faisons-le avec respect. Dans ta famille, si une dispute éclate où tout le monde élève la voix, sois celui qui dit lentement « Je préfère attendre que nous puissions nous écouter sans crier ». Dans la rue, si quelqu'un cherche à te provoquer, un simple « Je ne vais pas discuter de ça » suffit. Chacune de ces phrases est comme un mur qui protège ta paix et en même temps montre que tu n'es pas quelqu'un de manipulable. Le calme soutenu ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il se travaille. Commence par les petites choses, quand quelqu'un interrompt ton opinion, quand un inconnu te répond avec rudesse, quand les réseaux sociaux se remplissent de commentaires agressifs. Au lieu de réagir avec la même énergie, pratique la respiration, l'observation et donne une réponse claire mais sans précipitation. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ce muscle interne que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et il avait raison. Celui qui crie montre sa fragilité. Celui qui répond immédiatement montre qu'il dépend de l'autre pour agir. Cette personne montre clairement que personne ne contrôle son état émotionnel. Imagine quelqu'un qui essaie de t'humilier en public, attendant ta réaction. Si tu succombes à la précipitation, tu valides son attaque. Mais si tu prends une seconde et dis calmement « Ce que tu penses de moi ne change pas ce que je suis », la situation change complètement. Non seulement tu te protèges, mais tu poses aussi une limite et tu projettes du respect. Ce type de réponse ne cherche pas à détruire, il cherche à démontrer l'indépendance. 2. Ma voix sereine a plus de poids que les cris. Des coups forts sur une table peuvent impressionner au début, mais ce bruit disparaît en quelques secondes et ne laisse rien de plus qu'un silence gênant. En revanche, un mot ferme, prononcé sans hâte et avec calme, reste dans l'esprit de l'auditeur beaucoup plus longtemps que n'importe quel fracas. C'est la différence entre crier et parler avec sérénité. Le cri intimide seulement un instant. La voix sereine conquiert l'espace et reste là, imposant le respect sans besoin de violence verbale. Celui qui crie pense qu'il gagne du terrain par l'intensité, alors qu'en réalité, il montre sa faiblesse.
Le cri révèle qu'il n'y a pas d'argument solide derrière, c'est une déclaration de vide. La voix sereine, en revanche, transmet la sécurité, car elle démontre que tu n'as pas besoin de t'énerver pour être entendu. Une réponse claire, brève et tranquille peut faire baisser le ton même à la personne la plus exaltée. Des phrases comme « je ne répondrai pas si tu me parles en criant » ou « je préfère parler quand il y a du calme » sont des exemples de comment ta sérénité coupe le conflit à la racine. L'habitude de parler calmement se construit dans les moments quotidiens. N'attends pas une grande dispute pour la mettre en pratique. Fais-le dans de petites situations. Quand quelqu'un interrompt ton idée, quand quelqu'un essaie de te presser avec impatience, quand un commentaire sarcastique cherche à te déranger. Réponds lentement, ralentis le rythme de tes mots et évite d'élever la voix. Ainsi, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir, mais à agir avec stratégie. Pense à ce qui se passe lors d'une réunion de travail. Si quelqu'un te contredit de manière agressive et que tu réponds au même niveau, le conflit grandit. Mais si ta voix reste sereine et que tu dis « je vais expliquer mon point de vue », écoute-le calmement. Ta présence gagne en poids. L'autre est exposé, car plus il crie, plus il est évident qu'il perd le contrôle face à ton sang-froid. La sérénité devient alors un miroir qui met en évidence le manque d'équilibre de l'agresseur. Dans les relations personnelles, il en va de même. Un membre de la famille contrarié peut élever la voix pour s'imposer. Si tu réponds de la même manière, tout se termine dans un cercle de cris. Mais si tu réponds avec des phrases courtes et un ton ferme, tu imposes un nouvel ordre. Parlons plus tard, ce n'est pas le moment, ou si nous allons nous crier dessus, je ne participe pas. Tu n'as pas besoin de plus. La voix sereine ne se justifie pas et ne se défend pas de manière exagérée, elle pose des limites claires et maintient la dignité. Les stoïciens savaient que le calme est un signe de force. Sénèque affirmait que ce n'est pas celui qui élève la voix qui est grand, mais celui qui ne se laisse pas emporter par l'agitation. Cette idée prend vie dans la pratique quotidienne. Alors que d'autres se fatiguent avec du bruit, tu conserves de l'énergie parce que ta voix ne dépend pas de l'impulsion. Chaque mot à toi, dit avec contrôle, est comme une flèche qui atteint le centre sans avoir besoin de tirer 100 dans l'air. Entraîner cette compétence nécessite une attention consciente. Respire avant de parler. Pense à l'essentiel que tu veux dire et exprime-le sans élever ton ton. Pratique des phrases qui te soutiennent au milieu du chaos. Quand tu veux, nous pouvons parler avec respect. Je peux t'écouter, mais sans cri. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à écraser, mais à maintenir ta position. L'effet est puissant. Celui qui crie est pris au piège de sa propre énergie incontrôlée. Toi, en revanche, tu restes maître de toi-même. Et le plus important, ta voix sereine finit par s'imposer. Parce que dans un monde plein de bruit, le calme résonne toujours plus fort. 3. Je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect. Les pierres lancées contre un mur solide finissent par tomber au sol, sans laisser de marque. C'est ce qui se passe quand quelqu'un utilise des insultes ou des cris pour essayer de te provoquer, et que tu décides de ne pas jouer sur ce terrain. Le respect est le mur que tu élèves face à l'attaque, et chaque fois que tu dis calmement que tu ne parleras que dans ce cadre, les pierres deviennent inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris ou un flot d'explications, il suffit de maintenir ta limite claire. Beaucoup de discussions dégénèrent parce que personne ne met de frein. L'un crie, l'autre répond plus fort, et bientôt tout se transforme en un choc sans issue. Celui qui choisit de marquer le respect brise ce cycle. Il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de se rappeler que tout ne mérite pas une réponse. Quand tu dis « je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect », ce que tu communiques, c'est que tu n'accepteras pas un dialogue sous des règles sales. Et cette posture ne protège pas seulement ta paix, elle oblige aussi l'autre à reconsidérer sa façon de s'adresser à toi. La force de cette réponse réside dans le calme avec lequel elle est prononcée. Si tu le dis de manière agitée, elle perd de sa puissance. Mais lorsque tu l'exprimes fermement et calmement, elle montre clairement que ta dignité n'est pas en jeu. Le respect ne se mendie pas, il s'établit. C'est une limite qui ne se négocie pas.
Celui qui insiste pour crier montre qu'il ne peut pas se contrôler. Mais toi, en restant serein, tu montres que tu peux contrôler ton terrain. Apporter cette habitude à la vie quotidienne est essentiel. Au travail, quand quelqu'un essaie de s'imposer par la pression ou des commentaires tranchants, ta réponse sereine coupe la tension. Nous pouvons en parler, mais sans cris ni reproches. En famille, face à des discussions où l'on cherche à te manipuler émotionnellement, il suffit de dire « Je ne continuerai pas si nous ne parlons pas avec respect ». Ce sont des phrases simples, mais percutantes. Elles n'attaquent pas, elles n'humilient pas, mais elles établissent la règle du jeu que tu choisis. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton épuisement, et cela inclut la façon dont les autres parlent. Tu ne peux pas changer leur ton ni leur attitude, mais tu peux décider dans quelles conditions tu participeras à une conversation. Ce contrôle est un bouclier puissant. Garder ton calme tout en posant la limite du respect fait que même le plus agressif se retrouve à parler seul parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il voulait, ta réaction. Exemple clair, quelqu'un t'accuse injustement devant les autres, attendant ta réponse immédiate. La plupart tomberaient dans le piège de se défendre à grands cris. Tu choisis quelque chose de différent, tu respires et tu dis calmement « Si tu veux parler, faisons-le avec respect. Maintenant, ce n'est pas le cas. » Tu ne te protèges pas seulement, tu projettes aussi de la sécurité. Tu montres que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour défendre ta position. Cette habitude devient un signe d'autorité personnelle. Celui qui sait mettre le respect comme condition inévitable gagne de la confiance à chaque interaction. Tu n'arriveras pas toujours à faire baisser le ton de l'autre, mais l'important est que tu ne le perdes pas. En laissant clair que ta participation dépend du respect, tu enseignes à tous que tu ne dialogues pas sous pression ni manipulation. Avec le temps, cette pratique te rend immunisé contre les discussions toxiques. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de se faire entendre au milieu des cris, tu apprends à attendre le moment approprié, à exiger le minimum nécessaire, le respect mutuel. Et ce calme se transforme en pouvoir, parce que celui qui établit les conditions d'une conversation contrôle la direction de celle-ci. 4. Mon jugement est suffisant, je n'ai pas besoin de ton approbation. Une boussole ne demande pas la permission pour indiquer le nord. Peu importe combien de mains la tiennent, son aiguille pointera toujours dans la même direction. Ton jugement doit être ainsi au milieu des discussions et des attaques verbales, ferme, orienté et sans besoin de chercher une validation externe. Quand tu sais qui tu es et ce que tu penses, ta voix ne tremble pas et ta sécurité ne dépend pas de l'approbation des autres. Beaucoup font l'erreur de répondre par de longues explications pour convaincre l'autre, comme si leur propre vérité devait être acceptée pour avoir de la valeur. Mais chaque mot que tu donnes en excès, chaque justification que tu répètes sans que personne ne te la demande, est une concession de ton pouvoir. Celui qui t'attaque veut t'entraîner sur ce terrain, te faire sentir que tes pensées ne sont pas valables si elles ne sont pas validées par lui. C'est là que ta réponse brève, ferme et claire entre en jeu. Mon jugement est suffisant. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Cette phrase est un mur qui coupe immédiatement la manipulation. Tu ne la dis pas avec colère ni avec ironie, tu la prononces avec sérénité. C'est un rappel pour toi-même et un avertissement pour l'autre. Ta vie n'est pas là pour être votée. Tes décisions ne reposent pas sur l'opinion des autres. Quand tu parles de cette certitude, même le plus insistant reste sans argument. Car comment discutes-tu avec quelqu'un qui ne cherche pas ta validation ? Cette habitude est vitale au quotidien. Au travail, quand quelqu'un disqualifie ton idée pour la faire paraître faible, il suffit de répondre « c'est ma proposition et j'ai confiance en elle ». À la maison, face à un membre de la famille qui essaie d'imposer sa vision, tu peux dire « j'écoute ton opinion mais je décide pour moi ». Dans la rue, face à quelqu'un qui remet en question tes choix personnels, réponds calmement « je n'ai pas besoin de ton approbation pour vivre comme je le choisis ». Ce sont des phrases simples, mais elles reflètent un pouvoir énorme, car elles marquent une limite et renforcent ton identité. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions.
Tout le reste, y compris les opinions des autres, appartient à un autre domaine. Si tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à chercher des applaudissements ou à éviter les critiques. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te soucier de ce que pensent les autres. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Ton jugement est ta boussole, et tant que tu le suis fermement, le bruit extérieur ne peut pas te détourner. Imagine la situation typique où quelqu'un essaie de ridiculiser ta décision devant les autres. La plupart entreraient dans une bataille verbale pour justifier leur position. Toi, en revanche, tu choisis de répondre calmement « c'est ma décision et je suis en paix avec elle ». Rien de plus. Avec cette phrase, tu démontes le jeu. L'autre attendait une longue explication qu'il pourrait attaquer, mais tu ne lui donnes pas de matière. Ta sérénité coupe l'air et la conversation manque de carburant. La clé est de faire de cela une habitude, pas une réaction isolée. Chaque jour, tu auras l'occasion de renforcer ton indépendance émotionnelle. Quand tu décides quelque chose, répète-toi mentalement « mon jugement est suffisant ». Cet entraînement interne renforce ta confiance, et quand viendra le moment de l'exprimer à haute voix, ton ton transmettra l'authenticité. Il n'y aura pas de doute, car tu le vivras comme une vérité gravée en toi. Cette habitude protège aussi ton énergie. Quand tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu arrêtes de perdre du temps dans des batailles inutiles. Tu peux écouter, tu peux considérer des opinions, mais tu décides depuis ton centre. Cela ne signifie pas être têtu, cela signifie être maître de toi. Personne ne peut manipuler celui qui ne cherche pas de validation. 5. Tes paroles sont à toi, je ne vais pas les porter. Les flèches lancées en l'air peuvent voler avec force, mais elles n'atteignent pas toujours leur cible. Beaucoup tombent au sol, d'autres se perdent dans la distance. C'est ainsi que sont les insultes et les provocations. Elles sont lancées avec colère, mais elles ne blessent que si tu décides de les ramasser. Quand tu apprends à laisser ces flèches tomber sans les toucher, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Chaque parole offensante en dit plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. L'erreur la plus courante dans une discussion est de penser que tu dois te défendre de tout ce qui est dit, comme si chaque commentaire était une pierre que tu dois arrêter avec ton corps. Et non, ce n'est pas le cas. Tu choisis ce que tu portes et ce que tu laisses tomber. Quand tu réponds calmement, c'est à toi, je ne vais pas le porter, ou tes paroles ne me définissent pas, tu brises immédiatement l'intention de l'attaque. L'agresseur espérait que ses flèches te blessent, mais il se retrouve face à quelqu'un qui ne les reconnaît pas comme siennes. Cette habitude est une libération quotidienne. Dans la rue, si quelqu'un t'insulte gratuitement, tu peux répondre sereinement « Ce que tu dis parle de toi, pas de moi ». Au travail, face à des critiques injustes, il suffit de dire « Je respecte ton opinion, mais je ne la fais pas mienne ». En famille, quand un reproche cherche à te manipuler, réponds « Tes paroles sont à toi, je décide ce que je crois ». Des phrases simples, dites calmement, qui deviennent des boucliers impénétrables. Les stoïciens comprenaient cela clairement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un t'insulte, le mal n'est pas dans le mot lui-même, mais dans ce que tu décides de faire avec. Si tu le ramasses et le gardes dans ton esprit, il te blesse. Si tu le laisses tomber, il disparaît. Aussi simple, aussi puissant. Imagine une scène quotidienne. Quelqu'un cherche à te provoquer devant un groupe, en utilisant le sarcasme pour te faire mal paraître. La réaction la plus courante serait de lui rendre l'offense avec la même intensité. Mais si tu dis calmement « c'est ton opinion, je ne la porte pas », l'attaque se désarme. Le silence gênant ne sera pas le tien, il sera celui de celui qui a essayé de te blesser sans succès. En refusant de porter ses paroles, tu lui rends le poids de ce qu'il a dit. La clé est de faire de cette pratique une habitude constante.
Chaque fois que quelqu'un essaie de déposer en toi ses frustrations déguisées en insultes, rappelle-toi que tu n'as pas à les accepter. Tu n'es pas un conteneur de déchets émotionnels. Tu n'as pas besoin de porter sur tes épaules le poison que d'autres essaient de te donner. Te répéter mentalement « ceci ne m'appartient pas » te donne une liberté immédiate. Répondre de cette façon ne signifie pas ignorer tout, mais choisir ce qui mérite ton énergie. Si la critique est constructive, tu peux l'écouter. Mais si elle est chargée de poison, tu la laisses tomber. Ta réponse brève et sereine marque la limite. Tu ne deviens pas le récepteur automatique de la colère des autres. Cette indépendance te donne la paix et aussi le respect. Parce que celui qui ne porte pas ce qui est étranger démontre une force intérieure. L'effet est transformateur. Quand tu ne réagis pas à chaque parole hostile, les autres découvrent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, que leurs insultes n'ont plus de pouvoir sur toi. Et avec le temps, même les plus agressifs comprennent qu'avec toi, il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie, parce que tu ne donnes pas ce qu'ils cherchent, ta réaction. C'est ainsi que tu transformes une attaque en rien, parce que les mots, sans ton permission, ne pèsent pas, et parce que tu décides ce qui entre dans ton esprit et ce qui n'y entre pas. 6. Ma posture et mon regard disent déjà ce que je pense. Un phare sur la côte n'a pas besoin de crier pour guider les bateaux. Sa lumière, ferme et constante, suffit à marquer le chemin dans l'obscurité. Il en va de même dans une discussion. Ce ne sont pas toujours les mots qui pèsent le plus, mais la façon dont tu te tiens. Ta posture, ton regard et ton silence stratégique peuvent parler plus fort que n'importe quel discours. Le corps a un langage qui, lorsqu'il est utilisé avec calme et fermeté, devient une arme silencieuse, impossible à ignorer. L'erreur de beaucoup est de croire que l'on ne défend une idée qu'en parlant plus fort ou en accumulant des arguments. Cependant, la façon dont tu te tiens face à l'attaque dit autant ou plus que ce que tu exprimes avec la bouche. Lorsque ta posture est droite, ton regard serein et tes gestes calmes, tu projettes de la sécurité. Et cette sécurité intimide plus que les cris. Celui qui essaie de t'agiter avec des mots s'attend à ce que tu bouges nerveusement, que tu baisses la tête ou que tu répondes avec des gestes nerveux. Si tu ne le fais pas, si tu restes comme un mur tranquille, tu lui montres qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Dans la vie quotidienne, cette habitude est clé. Imagine une réunion au travail où quelqu'un essaie de dénigrer ton opinion. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Il suffit de maintenir ton regard fixe et ta posture droite avant de parler. Ce calme physique envoie un message. Tu ne m'intimides pas. Et lorsque tu décides finalement de parler, même une phrase courte comme « je pense différemment » sonne plus fort parce que ton corps avait déjà marqué l'autorité. Cela se produit aussi dans la famille. Quelqu'un peut essayer de te manipuler avec des reproches ou des sarcasmes. Au lieu d'entrer dans le jeu des cris, ta réponse commence par ton langage corporel. Silence, calme, regard ferme. Puis une phrase brève. « Je n'ai pas besoin de discuter, ma position est déjà claire. » Ce geste coupe la tension parce qu'il montre que ton jugement est soutenu par plus que des mots. Le stoïcisme a toujours valorisé la cohérence entre l'interne et l'externe. Sénèque disait que la véritable force se reconnaît dans la sérénité du visage et dans la fermeté du caractère. Si ton intérieur est calme, ton corps le reflète. Et lorsque ton corps reflète le calme au milieu du bruit, il désarme l'autre sans avoir besoin d'entrer sur son terrain. L'attaque perd de sa force car elle ne trouve pas de faille par où entrer. S'entraîner à cette habitude implique de prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas de paraître arrogant ou distant, mais de maintenir ton centre dans n'importe quelle situation. Posture droite, respiration contrôlée, regard clair. Ces éléments transmettent une sérénité qui pèse plus que les cris. C'est comme dire, avec ta seule présence, « Je suis ici, sûr de moi, et rien de ce que tu dis ne me fait bouger. » Exemple pratique, quelqu'un t'insulte en espérant te voir perturbé. Tu restes calme, tu le regardes dans les yeux et tu réponds lentement « Tes mots ne changent pas ce que je suis ». L'impact ne réside pas seulement dans la phrase, mais aussi dans la façon dont tu l'accompagnes avec ton langage corporel. Ce mélange de fermeté,
et de sérénité génèrent un respect immédiat, car ils démontrent une maîtrise de soi. Faire de ta posture et de ton regard des alliés ne nécessite pas un effort exagéré, juste une pratique consciente. Chaque jour, dans de petites situations, rappelle-toi que ton corps communique aussi. Lorsque tu choisis de maintenir le calme physique, ton silence et tes gestes parlent plus qu'une discussion entière. La personne qui contrôle sa présence envoie un message clair. Je ne suis pas quelqu'un de facile à briser. C'est ainsi que tu fais comprendre aux autres ta position, même sans mots. 7. Le silence est aussi une réponse. Les pièges les plus efficaces ne sont pas toujours visibles. Un chasseur n'a pas besoin de montrer son arme, il lui suffit de préparer le terrain pour que l'ennemi tombe de lui-même. C'est ainsi que fonctionne le silence au milieu d'une discussion. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est une stratégie qui oblige l'autre à tomber dans son propre bruit. Tandis qu'il s'épuise avec des cris et des insultes, tu restes tranquille, et ce calme devient un coup invisible, qui pèse plus que n'importe quel mot. Répondre par le silence ne signifie pas fuir, ni manquer d'arguments. Cela signifie choisir la meilleure stratégie, nier à l'autre ce qu'il recherche le plus, ta réaction. Celui qui crie a besoin de carburant, il a besoin que tu lui rendes le feu pour continuer à brûler. Si tu choisis de te taire, tu le laisses brûler seul jusqu'à ce que son énergie s'épuise. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas gagné en discutant, tu as gagné en ne jouant pas son jeu. Cette habitude s'entraîne jour après jour. Quand quelqu'un t'attaque avec du sarcasme au travail, tu peux le regarder et rester calme. Ton silence lui dit « Je ne vais pas me fatiguer avec toi ». Dans la famille, face à un reproche injuste, se taire et se retirer est plus clair que de s'engager dans une bagarre sans fin. Et dans la rue, lorsqu'un inconnu essaie de te provoquer, ton silence et ta démarche assurée montrent que tu n'as pas l'intention de salir ton énergie. Le pouvoir du silence est qu'il place tout le poids sur l'autre. Celui qui lance des mots offensants attend une réponse. S'il ne l'obtient pas, il est exposé à sa propre agressivité. Imagine quelqu'un te crier dessus en public pendant que tu choisis de rester calme, avec un regard ferme. La tension monte, mais pas vers toi, vers celui qui perd le contrôle. Ton silence devient un miroir qui reflète son désordre, et tout le monde le perçoit. C'est la force silencieuse qui intimide plus que n'importe quelle réplique. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tout ne mérite pas d'être répondu, car tout n'a pas de valeur. Si tu choisis de répondre à chaque attaque, tu finis par être pris dans le filet de l'autre. Mais si tu sélectionnes tes batailles et laisses le silence être ta réponse, tu démontres que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle provocation. Le silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Je ne suis pas à ton niveau. Des exemples pratiques le montrent clairement. Imagine qu'un collègue essaie de t'humilier avec des blagues devant les autres. Au lieu de répondre, tu le regardes et gardes le silence. À ce moment-là, tu le laisses seul face à sa tentative de gagner des applaudissements. Le vide qui reste parle plus fort que n'importe quelle réplique. Ou dans une dispute de couple où les deux élèvent la voix, ton silence interrompt l'escalade. En ne donnant pas plus de carburant, tu obliges l'autre à s'arrêter et à reconsidérer. Faire de cela une habitude nécessite de l'autocontrôle. Il n'est pas facile de contenir le besoin de se défendre toujours, mais avec de la pratique, tu comprends que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est choisir quand parler et quand laisser le bruit se détruire lui-même. Une technique simple est de te rappeler à ces moments-là, tout ne mérite pas une réponse. Cette phrase intérieure t'aide à garder ton calme et à utiliser le silence comme une arme stratégique. L'effet sur ta vie est profond. Tu gagnes du respect parce que ceux qui t'entourent découvrent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu gagnes la paix parce que tu ne portes pas le poids de discussions inutiles. Et surtout, tu gagnes du pouvoir parce que tu démontres que ton contrôle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le silence, utilisé avec intention, est un coup invisible qui laisse toujours une trace. 8.
Ma sérénité est ma force, je n'ai pas besoin de la perdre. L'acier le plus résistant n'est pas celui qui est forgé avec des coups désespérés, mais celui qui est trempé dans le feu et ensuite refroidi avec patience jusqu'à devenir inébranlable. C'est ainsi que se manifeste la sérénité au milieu d'une discussion, une trempe silencieuse qui n'a pas besoin de montrer de violence pour démontrer sa force. Alors que d'autres s'épuisent en perdant leur calme, tu deviens plus solide à mesure qu'ils essaient de te briser. La sérénité n'est pas passivité, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des mots durs, il le fait en espérant une réaction qui confirme son contrôle. Il veut que tu cries, que tu te mettes en colère, que tu perdes ton centre. Chaque seconde que tu maintiens ta sérénité est un coup qui le désarme, car tu lui montres qu'il n'a pas accès à ce qui est le plus précieux, ton équilibre. Et cela envoie un message clair. Tu peux parler, mais tu ne peux pas me dominer. Faire de ta sérénité une habitude quotidienne est une stratégie vitale. Au travail, quand quelqu'un remet en question ta capacité avec un ton arrogant, tu peux répondre calmement « Je comprends ton opinion, je vais continuer à faire ce que je fais ». Cette sérénité désarme, car pendant que l'autre attend un conflit, il reçoit une réponse imperturbable. Dans la famille, quand les émotions débordent dans les discussions, garder son calme et dire « Je ne vais pas perdre ma paix pour ce sujet » est suffisant pour arrêter la tempête. Même dans la rue, face à un inconnu agressif, ta sérénité et ton silence deviennent une barrière qui empêche l'attaque d'avoir un effet. Les stoïciens comprenaient que la vraie victoire est de se gouverner soi-même. Marc Aurèle affirmait que rien n'est plus fort qu'un homme qui conserve son âme tranquille. Cette leçon prend tout son sens lorsque tu pratiques la sérénité au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut brûler de l'intérieur, mais la sérénité la refroidit jusqu'à la rendre inutile. C'est comme éteindre un incendie avec de l'eau claire. Exemple concret, quelqu'un t'accuse faussement devant les autres, en attendant ta défense agitée. Tu choisis la sérénité, tu regardes calmement et tu réponds « Quand tu voudras parler avec respect, je le ferai. » Rien de plus. Cette brève phrase, soutenue par la sérénité, pèse plus qu'un discours de 10 minutes crié. L'accusateur est mis en évidence parce que son bruit contraste avec ton contrôle. Faire de la sérénité ta force ne signifie pas que tu ne parles jamais fermement. Cela signifie que tu choisis quand, comment et avec quel ton le faire. Le pratiquer implique d'entraîner l'esprit à ne pas sauter à chaque provocation. Chaque jour, tu auras des occasions de le faire. Dans une discussion inutile, dans un commentaire offensant, dans une tentative de manipulation. Respire, rappelle-toi ton centre et demande-toi « Est-ce que ça vaut la peine de perdre ma paix pour ça ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Le pouvoir de la sérénité réside aussi dans le fait qu'elle protège ton énergie. Chaque cri épuise, chaque réaction impulsive vole de la force. Mais le calme préserve ta clarté et te permet de penser plus intelligemment. Alors que les autres perdent le contrôle, tu planifies, tu choisis et tu décides depuis la lucidité. Cela ne te protège pas seulement, cela te place aussi un pas en avant. Avec le temps, ta sérénité devient ta marque personnelle. Les autres commencent à le remarquer, que tu n'es pas facile à provoquer, que tu ne te laisses pas entraîner dans des jeux inutiles, que ta paix n'est pas à vendre. Cela génère du respect, même de la part de ceux qui ont essayé de te briser, parce qu'ils comprennent que ta sérénité est ta plus grande force et que lutter contre elle est une perte de temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.